Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Après le temps de la concertation, place aux restitutions. Ce matin, le gouvernement a présenté les premiers enseignements du grand débat. Un débat foisonnant et nécessaire pour le Premier ministre qui assure avoir reçu le message des Français 5 sur 5. On en parle dans un instant. Et sans surprise, la question fiscale fait partie des thèmes majoritairement abordés par les participants. Ils évoquent une injustice fiscale, un ras-le-bol, une exaspération pour Édouard Philippe qui promet une baisse des impôts, mais aussi des dépenses publiques. Le débat dans cette édition. Autre enseignement du grand débat, la défiance vis-à-vis de l'exécutif et des élus. Alors faut-il un Big Bang institutionnel? Faut-il reconnaître le vote blanc pour que le citoyen retrouve le chemin des urnes? On posera la question à nos invités dans cette édition spéciale. Et vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec ce hashtag Sénat 360. Et puis pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à ce grand débat, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat dans notre multiplex à suivre. Après 3 mois de débat, l'heure est donc à la restitution des millions de contributions déposées par les Français, exercice auquel se sont livrés ce matin les instituts de sondage, mais aussi les cabinets de conseil chargés d'assurer la synthèse devant la moitié du gouvernement réuni sous la verrière du Grand Palais à Paris. Un grand débat qui a été une chance pour le Premier ministre, qui est d'ailleurs venu lui-même conclure les échanges. Jordan Klein. Le grand débat est un succès, c'est ce que veut faire entendre le gouvernement. Après 3 mois, ce sont 1,5 million de personnes qui se sont mobilisées pour y participer. Sur le site, 500 000 internautes se sont connectés pour déposer généralement plusieurs contributions par personne, pour un total d'environ 1,9 million. Pour les réunions locales, souvent organisées par les associations, 10 000 se sont tenues partout en France. Elles ont rassemblé environ 500 000 personnes pour écouter et échanger sur l'avenir du pays. Un grand débat qui a aussi reposé en partie sur les épaules des maires de France. Je pense qu'il y a un chiffre à retenir, c'est effectivement 16 337 mairies dans lesquelles un cahier de propositions, de doléances, cahier citoyen a été installé. Ça veut dire qu'une mairie sur 2, un maire sur 2 a joué ce jeu du grand débat national. La fiscalité est bien la thématique qui ressort de ce grand débat. Les Français veulent payer moins d'impôts, c'est l'un des enseignements principaux. La transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, et enfin l'organisation de l'État sont les autres sujets qui sont revenus de manière récurrente. Tout l'enjeu va donc maintenant consister à passer de ces éléments de consensus, sur les exigences que j'ai évoquées, à des compromis démocratiques pour atteindre ces objectifs. Depuis ce lundi, la synthèse de l'ensemble des contributions est disponible librement sur le site du Grand Débat. Un engagement de transparence, selon le Premier ministre. Je vous le disais en titre, les impôts font donc partie des thèmes qui ont émergé à travers ces consultations. Édouard Philippe l'a reconnu, son gouvernement n'a pas fait assez pour calmer le ras-le-bol des Français. Je vous propose de l'écouter. La première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. Cette exaspération, elle ne date pas d'hier. Mon gouvernement en assume sa part de responsabilité. Il en a d'ailleurs tiré un certain nombre de conséquences en annulant la hausse de la taxe carbone. Mais bien avant la hausse de cette taxe, cette exaspération avait atteint des sommets. Dans toutes les catégories de la population, dans les foyers comme dans les entreprises, les grandes, mais surtout les petites. Dès notre arrivée, nous avons baisser les cotisations sociales, baisser la taxe d'habitation, baisser l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Il est avec vous, Tam Tranui. Oui. Roger Karoutchi, vous étiez ce matin à la restitution du grand débat au Grand Palais. Tout d'abord, qu'en retenez-vous? Vous êtes plutôt dubitatif?
Oui, parce que c'était un mélange. Ici ou là, une idée intéressante, mais pour l'essentiel, un peu café du commerce, un peu des banalités et un peu tonton flingueur. Tonton Flingueur, Oui, pourquoi? parce que d'un côté, si je vous dis que ce qui ressort, c'est l'exaspération fiscale, franchement, il n'y a pas besoin du grand débat. Ça fait des années que les Français sont exaspérés par la fiscalité. Si je vous dis les zones rurales se sentent délaissées, il n'y avait pas besoin non plus du grand débat. Si je vous dis les Français sont très attentifs à avoir de meilleurs hôpitaux, un meilleur état de la santé, des retraites plus conséquentes, c'est une évidence, il n'y avait pas besoin non plus du grand débat. Donc, un flot de généralité. Et puis après, et en parallèle, on vous dit, ah mais s'il faut payer moins d'impôts, comment est-ce qu'on baisse la dépense publique? Oui. Alors en réalité, on ne la baisse pas puisqu'on demande plus de santé, plus de retraite, etc. Les Français sont Mais- schizophrènes mais- pour vous, Roger Karoutchi. un C'est ce peu qu'il apparaît à travers... oui, un peu. Enfin, schizophrène. On veut, C'est-à-dire, si vous faites veut mieux, des mais on ne veut pas payer réunions, d'impôts. si vous faites des réunions et vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Bah, n'importe qui dira, moi, je veux gagner mieux ma vie, je veux plus de pouvoir d'achat, je veux payer moins d'impôts. Très bien, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit ça. Sauf qu'après, il faut des solutions. Et dans la solution de tonton flingueur, évidemment, chacun dans les réunions a désigné l'autre pour payer plus d'impôts. Alors, est-ce qu'il y a le retour de l'ISF? On verra ce que le gouvernement fait, puisqu'il y a quand même Une beaucoup de question gens là-dessus, qui la bien demandent. sûr. Il y a la création de tranches supplémentaires, puis il y a la suppression de tout. Il faut supprimer peut-être les départements, peut-être les régions, sans doute le Sénat, Sans doute le Sénat. le Conseil économique et social, mais dissolution de l'Assemblée nationale en parallèle. Donc on sent bien cette espèce de sentiment. Les caisses sont vides. On voudrait tous vivre mieux. Alors, qui va-t-on désigner comme bouc émissaire? Mais est-ce que c'est ça la solution? D'ailleurs, Vous vous interrogez tout de même sur les questions qui ont été posées au niveau institutionnel. c'est le moins qu'on puisse dire parce que il y a eu des questions sur le Sénat, sur le CESE, sur l'Assemblée nationale. En revanche, il n'y a pas eu de questions sur la présidence de la République. Alors nous dire ce matin, Alors qu'Emmanuel Macron était visé, bien sûr, par les manifestations des Gilets si jaunes ces j'en derniers mois, par crois, exemple. et les manifestations de Gilets jaunes réclamant sa démission et son départ, ou les sondages, si le Sénat n'est pas très populaire, lui n'est pas non plus au nirvana de la popularité. Donc, est-ce que le président de la République ne se remet pas en cause, mais met en cause les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soyons quand même plus sereins, si je puis dire. Après 3 heures de déferlement comme ça, le discours du Premier ministre, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire disant, j'entends bien tout ce qui est dit, mais par définition, tout n'est pas faisable, tout n'est pas Mais rien réalisable. de très concret ne ressort du discours du Premier ministre. Ah non, il n'annonce rien, puisque théoriquement, c'est le président de la République qui devrait le faire. La seule chose
Les territoires, le CESE représente les corps intermédiaires. Et d'ailleurs, moi, je regrette que le CESE n'ait pas eu un rôle beaucoup plus important à jouer dans ce débat. Enfin, il aurait dû être au cœur de l'organisation de celui-ci. C'est la faute d'Emmanuel Macron, Christine Lavarde aussi, si on en arrive à ses conclusions. Dans son questionnaire, dans sa lettre aux Français, il ciblait justement, il interrogeait le rôle du Sénat, du CESE, comment transformer ces institutions. La question était directement posée aux Français. Effectivement, si on regarde bien, il y avait quand même un certain nombre de questions qui étaient des questions fermées. Donc quand on invite les gens à répondre avec un choix A, B ou C, bien évidemment, ils n'ont pas trop de marge. Et ensuite, en leur ayant posé cette question-là, on les invite forcément à réagir sur ces problématiques-là, qui ne sont pas nécessairement des problématiques qui auraient émergé si jamais on leur avait laissé le champ complètement libre pour écrire. Et quand on regarde ensuite ce que les Français ont exprimé quand on était dans des questions qui étaient plus ouvertes, on se rend compte que finalement, c'est bien aujourd'hui peut-être un problème d'information qui peut expliquer un décalage entre la population et les élus, puisque par exemple... C'est qu'un problème d'information, il y a aussi besoin d'exemplarité. Oui, mais alors par exemple, on voit les demandes qui sont exprimées, celles qui sont en tout cas retraduites, donc qui ont été exprimées par au moins quelque chose de quantifiable, par exemple, indexer la rémunération des élus sur le SMIC. Mais aujourd'hui, ce que ne savent pas les gens, c'est que ces rémunérations d'élus, elles sont indexées sur le point d'indice de la fonction publique, qui évolue encore moins régulièrement que le SMIC. D'autres revendications sont réduire les avantages des élus concernant le logement. Mais les élus n'ont pas d'avantages concernant le logement. Enfin, regardez... donc voilà, c'est bien... Ils demandent la fin de certains privilèges, entre guillemets, pour justement les anciens présidents, les anciens élus, Martin Baumer et ensuite Benjamin Morel. Simplement pour rebondir sur ce que disait Madame Coney-Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille repolitiser un petit peu la société. C'est ce que nous, on s'attache à faire à La République En Marche. On a créé le programme 1000 talents pour former des gens à aller venir à la société civile pour demain aller aux élections probablement locales. On a fait, nous, des formations en ligne qui permettent à chacun de s'informer sur l'Europe, sur connaître son territoire, etc., qui sont gratuites parce que elles sont payées par l'État, en fait, par les deniers publics. Donc je pense qu'on a notre part à jouer dans chaque parti politique aussi à repolitiser ce discours-là. Repolitiser, sachant que Benjamin Morel parlait d'un problème aussi de constance idéologique. Il y a peut-être aussi une responsabilité à chercher du côté. Mais moi, j'ai aucun problème. Oui. On a une constance qui est très claire. J'ai aucun sujet là-dessus. Et je pense que la réponse à ça, en plus de repolitiser, de proposer de la formation aux citoyens, de leur dire venez, c'est ouvert et vous pouvez participer, c'est aussi de donner des réponses très concrètes. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Tout l'aspect très institutionnel, il y a une loi qui va être faite pour ça et je fais confiance à nos élus, à nos parlementaires pour la passer. Ça passera par un projet de loi. Il y a plein de choses en tout cas qui sont autour de la proposition de loi citoyenne, l'idée du congé démocratique par exemple que nous avançons pour que chacun puisse accéder à l'élection, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les Gilets jaunes se sentiraient peut-être moins mal représentés s'il y avait plus de diversité aujourd'hui dans nos élus. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quand on est au SMIC, de se lancer dans une élection, quelle qu'elle soit en France. Et bien tout ça, c'est des propositions que nous avons mises sur la table et qui vont avoir le mérite d'exister, d'être débattues et qui répondent en partie à ce besoin de choses très concrètes dans le quotidien des Français et pas simplement sur une réforme institutionnelle qui est assez éloignée du quotidien des Français. Sur le vote blanc, quelle est la position du gouvernement? Est-ce qu'il pourrait y avoir des annonces? Oui, mais je pense que le président en a déjà parlé, mais même nous, à La République En Marche, on est pour sa reconnaissance. Par contre, on est contre le fait que ça invalide une élection dans le scénario que Mme Coney-Mouret précisait. Mais je pense que du coup, ça doit interroger très fortement les élus et les représentants de tous les partis à se dire comment on fait aujourd'hui quand on a 60% de vote blanc. Ça veut dire que notre travail, il doit être mal fait quelque part. Que ce soit localement. Exactement. Donc, on a une responsabilité collective là-dedans, nous, les membres de partis, de se dire on propose des choses nouvelles à nos concitoyens. C'est pas la première fois que le vote blanc est en débat et débattu, Benjamin Morel, sans jamais aboutir finalement à sa reconnaissance. Oui, mais là encore une fois, si vous voulez, si on prend toutes ces propositions, dont le vote blanc, on voit que ce sont avant tout des propositions sanctions. C'est-à-dire que le vote blanc, il est comptabilisé. Vous faites aujourd'hui des pourcentages, on peut dire combien de personnes ont voté blanc au second tour, au premier tour de la présidentielle, au législatif, pareil. Donc s'il s'agit simplement de les comptabiliser, dans ce cas-là, c'est déjà fait. S'il s'agit de les inclure dans les suffrages exprimés, dans ce cas-là, c'est symbolique, ça ne change pas grand-chose. Ça peut éventuellement, le soir des élections, bien montrer qu'il y a tel pourcentage de vote blanc, mais ça, à la rigueur, les médias peuvent le faire. En revanche, si jamais on considère qu'à partir d'un certain pourcentage de vote blanc, il n'y a pas d'élection, par exemple si un président n'obtient pas 50% des suffrages exprimés, ou si jamais on a tel pourcentage de vote blanc qui invalide l'élection, c'est une possibilité, mais dans ce cas-là, on rentre quand même dans une potentielle crise de système. C'est-à-dire que tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans une alternative, notamment dans le cadre d'un second tour, pourraient voter blanc et pourraient conduire à l'invalidation de l'élection. Or, toute notre Ve République aujourd'hui est construite sur cette dualité premier-deuxième tour. Premier tour, je choisis,
deuxième tour, j'élimine. Donc on voit qu'actuellement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Soit on en fait une mesure symbolique, soit on en fait une mesure déstabilisatrice. Idem d'ailleurs pour réduction de nombre de parlementaires et dose de proportionnelle. Si vous mélangez les deux, vous obtenez une assemblée plus déconnectée et pas plus représentative. C'est-à-dire qu'on a fait des études, notamment à Sciences Po, des études statistiques qui montrent qu'en fait, les partis d'opposition n'auraient pas plus de députés si on conjuguait les deux mesures. Donc on voit qu'actuellement, on est plutôt dans des mesures sanctions et qu'on n'est pas vraiment dans des mesures constructive, et ce sera en effet à l'exécutif, au gouvernement, d'essayer de faire de ça quelque chose qui puisse réellement construire mieux la démocratie. Alors, on disait, le gouvernement est désormais au pied du mur, avec des annonces très fortes qui sont attendues. Elles seront formulées par le président de la République, sûrement la semaine prochaine. Écoutez à ce propos Édouard Philippe ce matin. Hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute. Le besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute frilosité serait, à mes yeux, impardonnable. Vous pouvez, mesdames et messieurs, compter sur ma détermination absolue, sur celle du gouvernement, pour faire du succès du grand débat une chance pour les Français, une chance pour nos territoires, une chance pour notre avenir et une chance pour la France. Je vous remercie. Le gouvernement n'a plus le droit à l'erreur, on le voit bien, c'est très clair, avec cet avertissement en quelque sorte du Premier ministre Édouard Philippe, Martin Baumer. Je ne sais pas s'il n'y a plus le droit à l'erreur, en tout cas il prend ses responsabilités et il dit qu'il y a eu beaucoup d'attentes pendant ce grand débat, beaucoup d'attentes depuis beaucoup plus longtemps en fait. Les Français, ça fait longtemps qu'ils veulent que des choses changent et ne changent pas dans leur quotidien. Et donc il y a une attente qui est forte ici. Et je pense que la sortie devra être multiple, d'ailleurs pas simplement une seule annonce autour d'une seule prise de parole, prendra un peu de temps, parce que les sujets qui ont été exprimés ici, le sujet autour des gilets jaunes, etc., sont beaucoup plus complexes qu'avec une simple réponse par un référendum, une loi ou quelque chose de très particulier dans le temps. Donc je pense que c'est quelque chose qui va durer plus longtemps. Et nous, encore une fois, les responsables politiques, allons avoir un gros travail d'explication, de dire qu'on ne peut pas changer avec notre baguette magique que chacun veut avoir le quotidien des Français en quelques secondes. Et je compte encore une fois sur ces propositions très concrètes. Et encore une fois, nous, on en porte et elles sont, je pense, au cœur de ce qu'attendent les Français, notamment sur l'urgence écologique. Les gilets jaunes, c'est parti d'une contestation autour d'une taxe particulière à un moment où le prix de l'essence, le prix du baril de pétrole avait beaucoup augmenté. On a eu une première réponse à ce moment-là qui était de dire, pour faire des économies, changez votre véhicule. Ça met une barrière à l'entrée très forte à l'achat, que beaucoup de Français ne peuvent pas passer. Et nous, par exemple, on propose d'avoir un véhicule sobre en location pour 50 € par mois pour que chacun puisse accéder à la mobilité propre en faisant des économies. Des propositions très concrètes. Christine Oui, Lagarde. ça me fait sourire parce qu'au PLF, j'ai déposé un amendement qui visait justement projet de loi de finances, à favoriser le renouvellement du parc des collectivités locales, justement en favorisant ce système de leasing. Très bien. Et malheureusement, le gouvernement a donné un avis défavorable et cet amendement qui avait été voté par le Sénat a été retiré à l'Assemblée nationale. Je ne connais pas le contenu exact de cet amendement, mais peut-être que... C'est fantastique d'entendre ça. C'est quand même représentatif de ce qui se passe parfois, justement. Mais c'est l'avantage aussi d'être dans... Moi, je ne suis pas au gouvernement, donc j'ai le droit quand même de dire... je pense qu'il faut quand même mettre cette mesure en place parce qu'elle offre à des citoyens qui sont éloignés de ça. En l'occurrence, moi je parle des Français, parler des collectivités, c'est dans un cadre un peu différent. Le problème des financiers de certaines collectivités est proche de celui de certains des Français. Tout à fait d'accord, mais parce qu'on a maintenu les dotations cette année, ça va s'arrêter. Alors, vous l'avez maintenu, on pourrait en rediscuter longtemps. On ne va pas lancer le débat sur les dotations. Hélène Conway-Mouret, ça va être compliqué cet atterrissage du gouvernement. Vous évoquiez tout à l'heure peut-être cet aspect de précipitation. À la fois, il y a une attente forte, il faudra quand même apporter des réponses rapidement aux Français après ce débat. Oui, mais je partage ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut décliner un certain nombre de propositions dans le temps. En effet, que le président, au lieu d'être sur une ligne où il dit qu'il ne change pas de cap, c'est une phrase à laquelle il nous a habitués, montre un peu plus d'horizontalité. C'est aussi une des revendications qui est sortie où les Français veulent participer, et quand on parle de démocratie participative, en général, elle ne vient pas du haut. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, quand même, nous sommes habitués à une certaine verticalité. Donc peut-être que dans la façon dont le président peut s'exprimer, tout simplement, montrer qu'il a enfin entendu ce que les Français disent dans la façon dont il s'adresse à eux et décline ensuite un programme politique. Mais je maintiens le fait que il ne faut pas se précipiter parce que ce que je crains, moi, c'est que certains
notamment les institutions ou certaines, paient le prix de Vous pensez à quoi, Hélène Conway-Mouret? Je pense au Sénat, je pense au Sénat en particulier, voilà, où on dise voilà, on va donner le Sénat en pâture et les Français, pendant ce temps-là, ne penseront plus à la fiscalité et à d'autres urgences écologiques et ainsi de suite. Et donc, je crains quelque part cela. Je crains une petite dose ou une grosse dose de démagogie qui va aller dans le sens de faire plaisir et ensuite, dans le temps, sera une mauvaise mesure. On voit bien les Anglais qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer par référendum ont voté le Brexit. On voit bien que 2 ans plus tard, quand même, ils ont quelques difficultés avec. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ce qui est proposé, qui paraît populaire, qui paraît partagé par tout le monde, et puis finalement, qui dans le temps prouve que c'était pas une bonne idée. Cet atterrissage du grand débat sur ce président de la République, il a voulu lui-même l'incarner sur le terrain avec beaucoup de déplacements, beaucoup de temps de parole pour lui. Ça sera qui tout double, selon vous ? Je pense que ça sera effectivement qui tout double parce qu'il a suscité de l'espoir et notamment de l'espoir vis-à-vis des élus qui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avaient quand même le sentiment d'être complètement délaissés, voire traités comme des incapables. Donc là, le président est allé à leur rencontre, les a écoutés. Mais après, il va vraiment être temps de décider. Et juste, moi, je vais lui donner l'exemple de la région Île-de-France. Il y a quand même un projet qui a été mis sous la table, qui est la réforme des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à avoir ce millefeuille à 5 couches? Je pense que nos citoyens, c'est ça qu'ils attendent. Pour eux, c'est incompréhensible. Quelques éléments de réflexion ce matin, peut-être dans la bouche d'Édouard Philippe, sur cet aspect de millefeuille territorial. Un mot de conclusion avec vous, Benjamin Morel. On le disait, c'est un gros défi pour le gouvernement, maintenant, pour Emmanuel Macron lui-même. Si vous voulez, il y a 2 agendas qui se télescopent. Il y a l'agenda sortie de crise des Gilets jaunes, et là, il faut quand même des réponses symboliques relativement rapides, et je suis d'accord, des réponses par les institutions seraient probablement pas les bonnes réponses, parce qu'encore une fois, dans l'agenda des Français, elles sont plutôt en bas quand on prend les enquêtes d'opinion, et que qui plus est, eh bien, il risque d'y avoir une gueule de bois, parce qu'au bout du compte, c'est pas par là que justement on va relancer le pouvoir d'achat, etc. Toutefois, il faut des annonces relativement rapides pour arriver à sortir de la crise. Après, la crise de fond, la crise sociale, la crise économique que vit la France, elle est ancienne. Et très clairement, elle impliquera déjà que cette consultation aille plus loin, qu'on réfléchisse plus longtemps et que les mesures s'étalent bien plus longtemps. Donc, est-ce que ces 2 agendas vont pouvoir réellement se télescoper? Ça va être l'enjeu des prochains mois. Bien, merci à vous, Benjamin Morel. Merci, Martin Baumert. Merci, Hélène Conway-Mouret. Merci à vous, Christine Lavarde, d'être venue sur ce plateau. On continue les réactions à cette restitution du grand débat avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur apparenté socialiste de Paris, Bernard Jomier. Bernard Jomier, que retenez-vous de la restitution du grand débat de ce matin? Avez-vous le sentiment que ce grand débat ait vraiment donné lieu à des révélations quant aux sentiments des Français aujourd'hui? Non, des révélations, non. C'est un temps qu'il faut respecter parce que beaucoup de nos concitoyens ont participé à ce grand débat et donc il faut écouter leurs paroles. Mais évidemment, l'exercice était très compliqué. Faire une synthèse d'autant de contributions, d'autant d'avis, c'est très aléatoire. Et donc, il s'est passé ce qui devait se passer. Les dés étaient pipés, le gouvernement avait choisi les questions, avait orienté les réponses et le Premier ministre en a tiré ce qu'il souhaite en tirer, ce qui correspond à ses opinions surtout. Oui, d'ailleurs, le discours d'Édouard Philippe a tout d'abord porté sur l'exaspération fiscale. Vous jugez que ça, c'est une conclusion que lui en tire. Il faut surtout baisser les impôts pour faire face, notamment au mouvement des Gilets jaunes. Écoutez, prenez l'exemple de la fiscalité écologiste. Les Français nous disent quoi? Ils nous disent les gros pollueurs, il faut les taxer plus. Les camions étrangers qui circulent sur notre territoire, oui, il faut les taxer. Les produits importés, oui, il faut les taxer. Donc vous voyez bien que la question, il ne faut pas la poser par la taxe, il faut la poser par la finalité. Et quand on la pose par la finalité, la réponse est différente. Si on demande aux Français, est-ce que vous voulez moins d'hôpitaux de proximité, est-ce que vous voulez moins d'enseignants, est-ce que vous voulez moins de crèches, vous verrez qu'ils diront non et qu'il faut les moyens en face. Donc, les dés étaient pipés. Oui, mais ça c'est aussi un petit peu la schizophrénie des Français qui bien sûr ne veulent pas plus d'impôts mais ne sont pas pour autant climato-sceptiques et bien sûr ne veulent pas non plus moins de services publics. Mais je crois que c'est de la logique. Personne n'a envie que l'État nous prélève le fruit de nos revenus et de notre travail. Et en même temps, nous voulons tous avoir des services publics, une qualité de vie et prévoir pour nos enfants un avenir meilleur, une planète qui reste vivable. Et donc il y a une grande presque malhonnêteté à présenter les choses en permanence comme
la pression fiscale est trop forte, nous allons réduire la pression fiscale. Alors vous avez entendu aussi Édouard Philippe qui a dit quand même de façon franche que les Français ne sont pas pour autant climato-sceptiques. Ils sont très sensibles aux questions environnementales. Alors comment agir en la matière pour vous ? Vous savez, on a regardé ce qui se passait dans les pays étrangers. Ce qu'on voit, c'est que si la fiscalité écologique, elle est transparente, elle est affectée, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, quand on prend 1 euro, on vous le rend pour acheter une voiture propre, pour isoler votre logement, etc. Eh bien, dans la plupart des pays, elle est tout à fait acceptée. Elle est même populaire. Elle est populaire. Il faut un accompagnement. Elle est populaire. Donc, on voit bien que c'est dans la méthode. Le gouvernement a failli par une méthode brutale et inexpliquée. Et maintenant, il vient nous expliquer que il faudrait changer de finalité. Je crois que ce serait une mauvaise chose. Bernard Jomier, un mot pour conclure. Sur ce qui ressort au niveau institutionnel, on a entendu beaucoup de choses ce matin. Baisse des indemnités des élus, dissolution de l'Assemblée nationale ou encore, bien sûr, suppression du CESE, mais aussi du Sénat. Vous savez, au-delà de tout ça, il y a quelque chose de très important. C'est que les Français veulent plus de temps démocratique. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un certain nombre de méthodes qui sont possibles et pas forcément celles-là, mais il faut permettre aux Français de s'exprimer plus souvent par des référendums locaux, par des conférences de consensus, par une part de proportionnel dans les élections. C'est ça la vraie demande. Et un mot sur la suppression du Sénat tout de même qui continue à émerger. Elle est très minoritaire. Elle est très minoritaire. Je crois que ces derniers mois, le Sénat a montré, il faut qu'il continue, qu'il gérait de la démocratie dans notre pays, qu'il générait, pardon, de la démocratie dans notre pays. Eh bien, merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Alors, face à une immense exaspération fiscale, ce sont les mots du Premier ministre, le gouvernement va baisser plus vite les impôts. C'est aussi le message d'Édouard Philippe lors de la présentation du bilan du grand débat national qui avait été lancé, je vous le rappelle, face à cette crise des Gilets jaunes. Pour le Premier ministre, ces 2 mois de consultation ont confirmé une tolérance fiscale à 0. Et l'exécutif s'engage donc à baisser plus vite les impôts, mais sans préciser lesquels. Avant d'en parler avec mes invités, les précisions d'Hugo Lemonnier. C'est un thème qui a suscité énormément de contributions. La fiscalité, un thème qui divise les Français. Aucune majorité absolue, mais un constat domine, le sentiment de payer trop d'impôts. Un avis partagé dans 40% des contributions au cahier citoyen. Un Français nous dit par exemple arrêtez cette usine à gaz. Trop à la fois en nombre d'impôts, mais surtout en niveau de prélèvement. L'effort fiscal est mal réparti. Il pèse trop sur les classes moyennes. Même engouement pour le débat sur la fiscalité, cette fois-ci sur Internet. Plus de 400 000 personnes ont répondu au questionnaire en ligne et toujours le même ras-le-bol fiscal. Pour réduire le déficit public de la France, seuls 4% des participants répondent qu'il faut avant tout augmenter les impôts. Et vous le voyez, elle se prononce très nettement pour une réduction de la dépense publique. 56% se prononcent en faveur de la baisse des dépenses de l'État. C'est la seule réponse majoritaire. Parmi les baisses d'impôts demandées, la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Point de départ de la révolte des Gilets jaunes, la fiscalité écologique reste aussi un point de crispation. 58% des répondants s'y déclarent opposés. Plus étonnant, moins de 20% demandent le retour de l'ISF. À la tribune, le Premier ministre ne fait pas de proposition, mais dresse un constat sans appel. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Une orientation que le chef du gouvernement va devoir présenter au Parlement. D'abord à l'Assemblée nationale ce mardi, puis ce sera au tour des sénateurs mercredi. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Procaccia. Bienvenue à vous, sénatrice LR du Val-de-Marne. Également sur ce plateau, Sandra Wabian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice du pôle Évaluation et Société au CREDOC. C'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Également sur ce plateau, Xavier Iacovelli. Bonsoir, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Et puis Hugues Widor est également avec nous. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous avez souhaité aussi peser dans ce débat avec des contributions. On va bien sûr en parler. Première question pour vous, Sandra Wabian, puisqu'on voit que ces questions de pouvoir d'achat et de fiscaliser, elles émergent tout naturellement, j'ai envie de dire, dans ces contributions. C'est sans surprise que ça soit parmi les premières revendications des Français.
Oui, c'est sans surprise. C'est pas quelque chose de nouveau en fait. Dans nos enquêtes, on voit finalement ce regard sur l'impôt qui est assez négatif, notamment parce que tout le monde a le sentiment d'être perdant. Donc les plus pauvres ont l'impression d'être perdants, de ne pas réussir à rentrer dans la compétition pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Les classes moyennes ont l'impression d'être oubliées, de payer trop d'impôts et de ne pas toucher assez d'allocations. Et les hauts revenus ont aussi l'impression d'être perdants et de supporter tous les impôts. Mais en parallèle de ça, il y a aussi beaucoup d'attentes, et notamment par rapport à la présence de services publics, par rapport à un certain nombre de postes de dépenses qui nécessitent un financement. Ça Donc, fait partie des contradictions certainement évoquées par le Premier ministre. Population. On va y venir. Ce n'est pas nouveau, ce ras-le-bol fiscal. Catherine Procaccia qui a pu se faire entendre à travers ce grand débat. Non, ce n'est pas nouveau, mais je pense que ça a atteint un niveau d'exaspération qui n'était pas présent auparavant. Les impôts ont beaucoup augmenté sous François Hollande. Et je pense qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui devait faire une politique autrement, les gens ont peut-être cru qu'il y aurait une réorientation. Et ça a été, il a été le ministre de l'économie d'un président socialiste. Donc il a fait la même chose avec des augmentations d'impôts, en ciblant les familles et en créant toujours des taxes et sous différents aspects. Mais la taxe pseudo-écologique sur les produits pétroliers a fait exploser ce ras-le-bol fiscal qui n'est pas récent, mais là qui a atteint un degré que les Français ne supportent plus. Exaspération fiscale, injustice fiscale, Hugues Widor, ce sont des thèmes qui ne vous ont pas surpris non plus ? Non, ce sont des thèmes qui font partie de la vie des Français, mais il faut considérer les choses globalement. Moi, j'étais ce matin à l'issue du grand débat avec le Premier ministre et j'ai observé qu'il y avait 3 grandes leçons transversales qui étaient tirées et qui revenaient. C'était 3 valeurs transversales à ce grand débat. La question de la citoyenneté, la question de la solidarité et la question de la proximité. Et quand on regarde ce que peuvent faire sur les territoires les entreprises de l'économie sociale et solidaire, nous disons que nous sommes une réponse à la crise de ce point de vue-là. Et quand on regarde la question fiscale, j'ai observé ce matin que sur les problématiques de solidarité, justement, il y avait une attention des Français qui a été exprimée très largement, de dire que s'il y avait un impôt qu'il fallait voir maintenir, mais surtout développer, c'était autour de la solidarité nationale. C'était autour de la protection sociale, c'était les établissements sanitaires et sociaux sur les territoires, c'était l'aide à domicile. Et aujourd'hui, on est en déshérence sur ces questions. Donc, il y a une attente des Français qui fait partie d'une attente forte qui dépasse la question fiscale. Et alors justement, parce que Sandra Ouabian le disait, est-ce qu'on va pouvoir réformer la fiscalité tout en maintenant un certain niveau de service public ? Ça vous a inquiété, ce qui a été dit finalement en creux ce matin par le Premier ministre ? Oui, c'est la raison de notre présence d'ailleurs aux travaux et à la consultation qui est menée par le Premier ministre et le Président de la République depuis plusieurs semaines. Ça fait la 5e réunion où nous sommes présents en tant que partenaire social. Et nous avons eu de cesse d'attirer l'attention du Président de la République et du Premier ministre sur justement le maintien de ces politiques sociales qui sont des réponses aujourd'hui à la crise de notre pays et qui font sens. Et ce serait donc une contre-réforme, une contre-proposition que de baisser les impôts pour justement diminuer les dépenses sociales. Nous, ce que nous avons entendu ce matin, c'est qu'il y avait le train de vie de l'État qu'il fallait regarder. Il y a des analyses de la Cour des comptes, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, et c'est plutôt la direction que nous soutenons. Et je rappelle que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, présentes sur l'ensemble des territoires, mutualistes, coopératives, associatives, donnent des réponses en termes de protection sociale, en termes d'émancipation citoyenne. À savoir si vous allez être entendu. Je vais donner la parole à Xavier Iacovelli sur cette réforme de la fiscalité. Une autre fiscalité est-elle possible selon vous ? Mais en fait, on est au cœur du sujet et des revendications des Français. Ils réclament avant tout une justice sociale et une justice fiscale. Donc la baisse des impôts, bien sûr, on peut pas être contre. Mais si c'est au détriment des services publics, là, je pense que ça pose un problème. Puisque la baisse des impôts, ça va être quoi ? Ça baisse de recettes, donc baisse des dépenses publiques. Et donc, ça va être quoi ? On va taper sur les infirmières dans les hôpitaux, on va fermer les hôpitaux de proximité, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans la loi santé. On va diminuer des remboursements de médicaments. Je ne pense pas que les Français attendent ça. Parce que justement, c'est ceux qui revendiquent, ceux qui ont répondu majoritairement, c'est aussi ceux qui sont le plus en besoin de services publics dans nos quartiers, dans le monde rural. Et donc,
je répète souvent, mais c'est une phrase que tout le monde connaît, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc attention que la baisse des impôts n'entraîne pas la diminution des services publics. Et ça, je pense que c'est une vraie nécessité. Et moi, je suis d'accord avec vous, monsieur, sur la nécessité de voir autrement. Les recettes, on peut en trouver des nouvelles recettes aussi. Entre 60 et 80 milliards sur la fraude fiscale. Là, on a des recettes à trouver, et sans baisser la dépense publique. Quand on dit baisse du train de vie de l'État, d'accord, mais c'est quoi le train de vie de l'État? C'est les voitures de fonction des ministres ou c'est la sécurité sociale et le remboursement des médicaments? Je pense que là, il y a aussi... Ou la location du Grand Palais. Ou la location du Grand Palais. Non, mais la réalité, elle est là. Vous avez choisi ce lieu, parce qu'il y a une petite polémique, on sait, à ce propos. Est-ce qu'il aurait fallu choisir, je ne sais pas, une salle en province, peut-être moins près des Champs-Élysées? Votre avis, Catherine Procaccia? Disons que quand on parle du train de vie de l'État, il me semble que c'est malvenu de louer un lieu prestigieux alors que ça pourrait se faire dans un ministère pour recevoir 400-500 personnes ou dans n'importe quelle salle dans laquelle on fait des examens. Donc c'est un détail. Mais vous parliez d'impôts. Je pense qu'un des soucis a été la décision de Macron de vouloir diminuer la taxe d'habitation. Et depuis qu'on a supprimé qu'il veut supprimer cette taxe d'habitation, eh bien, on est à la recherche de sources de financement et d'impôts. Or, la taxe d'habitation, c'est ce qui liait le citoyen en disant je contribue, peut-être trop, mais j'ai des écoles, mais j'ai de l'aide sociale, mais mes enfants vont à la cantine, etc. On a supprimé ce lien et depuis, on est à la recherche de tous ces milliards perdus alors que ce n'était pas la préoccupation originale des Français. On a pu croire, Sandra Wabian, au début, un rejet total de la part des Français à cet assujettissement à l'impôt. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il faut faire une lecture un petit peu plus fine, puisqu'on voit que les conceptions sont différentes? Certains disent qu'il faudrait que tout le monde paye un impôt, même symbolique. Ça fait partie aussi des choses qui seront sur la table pour l'exécutif? Alors pour l'exécutif, je ne sais pas. Mais par contre, effectivement, il y a une vraie question sur le consentement à l'impôt qui est liée aussi à la transparence de à quoi sont affectés finalement les différentes taxes, les différents impôts. Par exemple, sur la taxe carbone, si on peut le dire vite, sur les carburants, qui a fait démarrer le mouvement des Gilets jaunes, les Français ne disent pas qu'ils sont contre les actions par rapport à l'environnement. En revanche, ils sont un peu fatigués de la thématique des petits pas individuels, où c'est à chacun finalement de sauver le monde. Et ils nous disent que c'est plutôt aux entreprises ou au pouvoir public d'agir pour qu'ensuite eux-mêmes puissent s'insérer. Donc la question des impôts, elle est liée aussi finalement à qui agit pour faire avancer la société. Xavier Iacovelli, ensuite je vous donne la parole. Oui, sur le consentement à l'impôt, moi j'ai deux choses. Le premier, je pense qu'en supprimant l'ISF, qui n'est pas une mesure, comme j'ai pu entendre un ministre tout à l'heure dire que c'était un symbole. 3,5 milliards, c'est plus qu'un symbole. Mais je pense que ça joue aussi sur le consentement à l'impôt. Parce que les classes moyennes, les classes modestes, qui, elles, payent des impôts, qui ont toujours l'impression d'être mis à contribution, se disent, les plus aisés, eux, c'est bon, ils ont une suppression de leur impôt. Donc je pense qu'il y a un problème aussi sur le consentement à l'impôt des classes moyennes. Et puis, moi, j'ai organisé un grand débat dans ma ville, et c'est vrai que des propositions qui remontaient, c'était... On aimerait connaître l'utilisation de nos impôts. Et donc, avoir des espèces de plateformes du ministère qui pourraient nous dire, voilà, mettre mon enfant à la crèche, ça coûte tant à la collectivité et moi, je paye tant. Et donc, voilà, je sais que mes impôts servent à financer ça. Avoir une route départementale, ça coûte tant. Passer dessus, ça coûte tant. Voilà, je pense que le consentement à l'impôt, c'est aussi de la pédagogie et expliquer à quoi servent nos impôts. Et je prends souvent l'exemple aussi du Sénat. Du Sénat, c'est 5 € par Français et par an. C'est le prix de la démocratie. Oui, moi je pense qu'il faut aussi repartir de la question de la citoyenneté et mettre les citoyens au cœur de ces politiques. Il y a un certain nombre de propositions, je ne vais pas tous les reprendre dans le grand débat, mais notamment pour les faire participer à un certain nombre d'assemblées. Il y a différentes propositions, notamment ça peut être au niveau du CESE, ça peut être les Césaires, mais ça peut être aussi les autres assemblées pour qu'il y ait un lien direct avec les citoyens, parce que les citoyens ont besoin de ce lien fort. Et par rapport à l'assentiment à l'impôt, l'UDES avait fait une proposition, c'est autour du statut de l'actif, pour donner des droits qui ne soient pas liés au statut de salarié, mais qui sont liés à la personne. Et le premier exemple, c'est le compte personnel de formation, c'est le compte d'engagement citoyen. Eh bien, on a un système de protection sociale qui évolue. Il faut faire évoluer aussi la prise en charge des personnes. Et on va même plus loin, c'est de dire, pourquoi pas étendre l'impôt, ça a d'ailleurs été dit dans le grand débat, à tous, il y a des droits,
il y a des devoirs. Ça peut être symbolique pour ceux qui Tout le monde doit payer gagnent... les impôts, Catherine Procaccia? Eh bien, on sait très bien que de récupérer des impôts sur des personnes dont les revenus sont faibles nous coûterait plus cher. Mais pourquoi pas symboliquement leur dire, au lieu de percevoir 765 € par exemple de prestations, vous n'en percevrez que 760 ou 762, leur retirer automatiquement pour leur dire ça c'est vraiment votre contribution, c'est un impôt. C'est une injustice fiscale. Mais c'est pas prélever, envoyer même si c'est par internet, ça coûterait plus cher que ça ne rapporterait. Alors par rapport à l'injustice fiscale, en fait, ce qu'on constate dans nos travaux, c'est surtout un sentiment de surplace, à la fois chez les classes moyennes inférieures et chez les bas revenus, et l'impression que ce sont les hauts revenus qui vont profiter finalement de la croissance. C'est pas simplement sur les 2 dernières années, mais c'est un mouvement de long terme et qui est lié à un certain nombre d'évolutions, notamment la polarisation du marché du travail, c'est-à-dire d'un côté des métiers qui sont des lovely jobs, qui sont intéressants, mondialisés, très impliquants, et puis de l'autre côté des lousy jobs où on a des travaux à la journée avec des CDD précaires et finalement les classes moyennes qui se sentent un peu oubliées au milieu. Et puis le même type de mécanisme sur le logement, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de propriétaires de leur logement, mais c'est plutôt les catégories aisées qui ont réussi à devenir propriétaires, tandis que les catégories les plus modestes, elles n'y arrivent pas. Et donc les classes moyennes, finalement, elles se retrouvent inquiètes de tomber du côté des bas revenus et assez jalouses, si je puis dire, de l'augmentation de richesse des hauts revenus. Xavier Iacovelli. Moi, je pense que il faut vraiment un Big Bang fiscal. Je sais que chaque gouvernement l'annonce et le fait rarement, voire jamais. Mais aujourd'hui, on a besoin de ça. Parce que si on fait payer les plus modestes des impôts, à partir d'1 euro, d'accord. Donc déjà, ça va nous coûter cher. Mais si, parallèlement, on n'a pas cette TVA à 0% sur les produits de première nécessité, si on n'a pas des tranches supplémentaires sur l'impôt sur le revenu, c'est là où il y a un problème. Ça fait partie des propositions, créer de nouvelles tranches, notamment faire démarrer la première tranche à 5%. Mais ça peut pas être seulement ça. Ça peut pas être seulement ça. Je pense qu'il faut une réforme globale de la fiscalité et pas des mesurettes qui vont mettre des pansements sur les plaies. Il y a peut-être quelques pistes qui ont été dévoilées par Édouard Philippe ce matin. On le réécoute et je vous ferai réagir après. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Les Français ont aussi compris, avec beaucoup de maturité, beaucoup plus en tout cas que certains acteurs institutionnels du débat politique, qu'on ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas la dépense publique. Les Français ne veulent pas du yaka faucon. Ils ne nous disent pas seulement qu'il faut baisser les impôts, ils ne nous disent certainement pas qu'il faut creuser la dette, et nous encouragent à prendre des responsabilités, à prendre des décisions et à être responsables des décisions que nous prenons. Catherine Procaccia, on ne peut pas baisser les impôts sans baisser les dépenses publiques. C'est le message aussi que veut faire passer Édouard Philippe. Il est clair, mais cet effort de réflexion sur les dépenses qu'engage l'État, je regardais, j'ai mon petit papier parce que je ne suis pas bonne en chiffres, on a augmenté de 40% les fonctionnaires en 35 ans. Est-ce que c'est pas excessif? D'autant plus, les salaires dans le privé, à mon avis, ont augmenté un peu plus. D'autant plus 45% de fonctionnaires, d'autant plus que le service public est ressenti comme étant moindre. Donc ça, c'est quelque chose qui est mal ressenti. Et les 40% des Français qui estiment qu'il y a trop d'impôts, est-ce que ça correspond pas, madame, à ces 40% des Français qui paient l'impôt sur le revenu? La transformation, la suppression de l'ISF pour le transformer en IFI sur entre guillemets la fortune immobilière qui va pouvoir éventuellement taxer des revenus moyens, mais qui depuis
28 ans ou 30 ans remboursent leur appartement dans le lieu où ils vivent et qui vivent dedans, est-ce que c'est normal? Vous savez qu'il y a besoin de marqueurs parfois aussi, l'ISF, vous avez des lingots d'or qui ne sont pas taxés, c'est pas normal. Mais c'est pas seulement un symbole, moi je suis pas d'accord, c'est pas seulement un symbole. 3,5 milliards, c'est pas un symbole. Et quand j'entends le président de la République le 3 avril dernier dire qu'il ne veut pas sortir son chéquier, mais alors déjà je pense que les Français n'attendent pas qu'il sorte son chéquier qui est accessoirement plutôt celui des Français, non pas le sien, mais ils attendent de la justice, ils attendent une réforme globale de la fiscalité, moins d'impôts, mais pas moins de services publics, parce que c'est encore une fois... Moins de gaspillage. Moins de gaspillage, certes, mais pas moins de services publics. Et je pense que cette réforme, il faut qu'elle soit globale. Mais c'est quoi, une réforme de la fiscalité juste, pour apporter de la justice fiscale? Ça passe par quoi, selon vous ? Ça a été dit ce matin, mais la baisse de la fraude fiscale est certainement un élément à considérer. Et il faut aussi regarder toutes les préconisations de la Cour des comptes, et notamment celles qui n'ont pas été mises en œuvre. Et là, il y a un vivier quand même assez remarquable d'économies possibles. Il y a aussi la taxation d'un certain nombre de plateformes. On n'est pas allé au bout de cette logique au niveau national. Le projet de loi sur les GAFA qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Tout à fait. Et alors, d'un autre côté, il faut aussi, sur l'aspect fiscalité, diminuer les taxes, c'est à l'inverse, sur les produits de première nécessité. Je crois que c'est TVA, un point important, tout à fait, et sur l'économie circulaire. Les Français ont besoin de proximité. Ils recherchent un nouveau modèle de développement. Ils recherchent un modèle de développement durable. Et donc, dans ce qui a été dit sur la transition énergétique, la transition écologique, ça fait partie, là aussi, d'une politique à mettre en œuvre en urgence. Et c'est ce qui a été dit aussi par les Français. C'est-à-dire que c'est un train à ne pas rater aujourd'hui pour que notre monde change et qu'on puisse préparer le monde de nos enfants. La classe politique doit prendre en compte cet enjeu qui est majeur pour l'évolution de notre pays. Avec cette urgence, effectivement. C'est possible une réforme fiscale juste? Ça passe par quoi, selon vous? Est-ce qu'un impôt, par définition, ça ne crée pas une injustice? Alors, en fait, peut-être le souci, c'est que quand on entend Édouard Philippe, il parle de l'impôt sur le revenu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Alors que probablement que la question de la justice, elle n'est pas limitée qu'à l'impôt sur le revenu, qui est aujourd'hui une petite partie des recettes fiscales, et notamment, par exemple, la TVA dont on parlait, qui touche plus particulièrement les bas revenus et les catégories moyennes inférieures, puisque mécaniquement, sur leurs revenus, ça pèse davantage. Donc, alors, est-ce que comprendre baisse d'impôt, il faut comprendre baisse d'impôt sur le revenu? Voilà, il y aurait peut-être un peu de chemin à faire. On en saura plus la semaine prochaine. Je pense qu'il faudrait faudrait un jour avoir, comme nous avons au Parlement, un article 40 qui concerne les dépenses fiscales, puisque le gouvernement, quels que soient les gouvernements, sont toujours en train d'inventer des nouvelles taxes sans avoir les compenser. On pourrait un jour dire... Puisque le gouvernement décide qu'effectivement on a atteint un niveau maximal, ce qui est vrai, on est quasiment les plus hauts d'Europe, et bien maintenant, si on crée une nouvelle taxe, on en supprime une autre et qui concerne les mêmes catégories de personnes. Pareillement, dans les choses qui m'ont paru intéressantes ce matin, le Premier ministre a parlé des normes. On est sans arrêt en train de créer des normes, mais ces normes, ça se traduit forcément par des surcoûts. Et tout c'est sûr, sans avoir à supprimer d'autres normes. Et c'était bien un des objectifs qui avait été annoncé. On ne crée pas une norme sans en supprimer une autre. Et là, on continue dans la surenchère. Donc il ne faut pas que les annonces qui vont être faites se traduisent que par des annonces, mais au moins par des faits concrets sur ces petites choses qui finalement coûtent très cher à tout le monde. Xavier Yacov, oui, c'est sûr que c'est concret, c'est ce qu'on attend effectivement. On entend du concret, on n'attend plus d'annonces. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça commence à faire un peu long. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur sur aussi la citoyenneté. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a le référendum au niveau local est plébiscité par 80% des personnes qui ont répondu. Donc ça, c'est important. Mais il y a plein de mesures de démocratie participative sans entacher la démocratie représentative qui, à mon avis, qui sont très importants. Je pense au budget participatif, où les gens se sentent impliqués dans la vie de la cité, et donc ce consentement aussi à l'impôt, parce qu'ils ont en partie choisi leurs dépenses. Je pense à la mairie de Paris qui a mis ça en place, mais également les conseils municipaux citoyens avant les conseils municipaux, pour aussi préparer cela. Moi, j'ai par exemple, à mon niveau, créé un conseil sénatorial pour associer aussi les citoyens à la loi en amont de l'hémicycle. Je pense qu'il faut, les gens attendent d'être associés vraiment. À l'évaluation des
Mais ça, c'est pas, excusez-moi, mais justement, ça ne passe pas par moins de parlementaires. Parce que moins de parlementaires, c'est moins de proximité. Et moins de proximité, c'est une déconnexion aussi des élus, des territoires et des citoyens. Hugues Widor, ce grand débat, beaucoup étaient sceptiques. Certains disaient on gagne du temps jusqu'aux élections européennes, les questions sont biaisées, il y a beaucoup d'interférences, notamment avec l'omniprésence du président de la République. Votre regard aujourd'hui, après ces 3 mois de concertation? Écoutez, c'est un regard positif, parce que nous sommes entrés dans ce débat avec quand même quelques questions et quelques vigilances. Nous avons été de ceux qui ont dit tout de suite il faut y aller. Au niveau de l'UDES, nous sommes tout à fait partants pour le débat, justement, et nous sommes également partenaires sociaux. Donc, à ce titre-là, il ne nous paraissait totalement incongru de ne pas participer à ces travaux. Même s'ils ont été malmenés pendant la première partie du quinquennat, les partenaires sociaux. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les partenaires sociaux ont été très malmenés. On s'en est d'ailleurs ouvert au Premier ministre et au Président de la République. Et on espère d'ailleurs que les corps intermédiaires vont revenir dans le jeu, parce que le compromis social, il se construit. Il est difficile, mais il se construit. Et en l'occurrence, par rapport à votre question sur le grand débat, on a pu observer une écoute du Premier ministre et de l'ensemble des ministres auprès des partenaires sociaux. Et je peux témoigner que dans l'économie sociale, le milieu associatif s'est largement impliqué, comme le milieu mutualiste et le milieu coopératif. Pour vous donner 2 exemples, la mutualité française a organisé 100 débats sur les territoires. Et au total, dans le milieu associatif, on est pratiquement à 5000 débats qui ont été organisés par les associations. Mais juste, je voulais signaler que dans le cadre de ce grand débat, il y a des structures, par exemple, comme la Croix-Rouge, qui sont allées chercher des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour justement être présents, c'est-à-dire d'aller chercher les invisibles qui, en général, ne participent pas au débat. Ça a été le rôle de l'économie sociale. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Xavier Iacovelli. Merci Sandra Wabian. Merci Catherine Procassia d'avoir été les invités de Sénat 360. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous, sénateur à domicile. Et aujourd'hui, vous allez voir, nous allons en Charente-Maritime, terre d'élection du sénateur socialiste Bernard Lalande. Alors, à quelques kilomètres de La Rochelle, justement, où eh bien, certaines initiatives permettent justement de redynamiser les centres-villes. C'est un reportage de Flora Sauvage. La Jarrie, 3300 habitants, à 13 km de La Rochelle, en Charente-Maritime. Pendant 2 ans et demi, ses habitants ont dû se passer de boulangerie. C'est grâce à la volonté de la mairie que David Ojard a pu implanter sa boulangerie-pâtisserie en plein cœur du bourg. Sur une route principale comme Clavette, on capte plusieurs communes. Donc on passe, on s'arrête, que dans la Jarrie, c'est la clientèle de la Jarrie qui vient. On travaille davantage le samedi et le dimanche. La semaine, c'est un peu plus dur parce que les gens, par rapport à leur travail, s'ils travaillent sur La Rochelle, ils prennent leur pain sur La Rochelle, ils rentrent directement. Maire de la Jarrie depuis 2002, David Baudon s'est personnellement investi dans la revitalisation du bourg. Il fallait éviter à tout prix que cette commune devienne une ville dortoir. Pour être très honnête, ça n'a pas été simple. On a eu la chance de tomber sur des porteurs de projets, sur des investisseurs de qualité, que ce soit au niveau de la boulangerie-pâtisserie, de supermarchés, qui a été réimplanté en plein cœur du centre-ville, alors que toutes les logiques nationales visent à les implanter soit dans des zones, soit sur des zones de flux. Cette grande enseigne a fini par accepter de rouvrir un supermarché en plein centre-ville. Accessible à pied, 2 à 3 000 personnes fréquentent ce magasin quotidiennement. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est dire bonjour à tous les gens tous les matins, et pour ça, il faut être un commerce de proximité. C'est-à-dire que si on est demain sur un grand axe et qu'on devient un gros supermarché ou un gros hypermarché, on perd cette démarche de proximité. En partenariat avec les élus locaux, on a initié une nouvelle démarche de revitalisation du site. Et donc, on a fermé l'ancien site, construit un nouveau site, donc qui est le site actuel, tout en respectant les préceptes de la commune et nos convictions propres de centralité, quoi. Pour Bernard Lalande, sénateur de Charente-Maritime, il faut une réelle volonté politique pour lutter contre la désertification des centres-villes. On ne peut pas vouloir une redynamisation si quelque part l'État, les collectivités régionales et départementales n'accompagnent pas les élus locaux dans cette redynamisation. Une toute petite commune ou un petit centre-bourg n'a pas les moyens, à lui tout seul, de pouvoir faire face à ce qu'est véritablement une redynamisation. Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, la Jarrie compte 5 commerces de proximité,
Le salon de coiffure de Valérie a quitté une petite ruelle pour un emplacement sur la place de la mairie. Et si je ne trouvais pas de local avec David pour m'installer, j'aurais quitté la commune parce que j'avais besoin de progresser. Ça faisait 6 ans que j'étais là-bas et j'avais vraiment envie que mon entreprise... Et le fait de vous déplacer, il y a eu une augmentation de la clientèle? Oui, et en plus j'ai fait de cette opération 3 choses, c'est-à-dire un salon de coiffure, un bureau pour un artisan du bâtiment, qui se situe donc juste là, derrière, et là-haut, un T3 que je loue à une jeune femme jarienne qui a 2 enfants et qui est très heureuse. Ça, c'est-à-dire que quand une municipalité s'occupe de redynamiser, la population joue le jeu parce qu'elle retrouve le service en fait directement. On a choisi la commune parce qu'il y avait des commerces, parce que voilà. Enfin, on ne serait pas venu parce qu'il y avait la gare aussi pour mon mari aller travailler. C'est ça. Pas installé ici. Très bien. Pour les habitants, le bilan est positif. Lucette a vécu plus de 30 ans à la Jarry. Après en être partie, elle revient s'installer dans le bourg. J'ai trouvé une petite maison super sympa. Je trouve que la Jarry a triplé. C'est très dynamique. Et depuis 2 ans, la Jarry compte même son restaurant étoilé. Le bâtiment, propriété de la commune, a été aménagé avec l'aide financière de la région et du département. Bonsoir Bernard Lalande, merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit à travers ce reportage, c'est une initiative positive qui fonctionne. Pourtant, ce n'est pas qu'une question de volonté politique de redynamiser ces centres-villes, selon vous? Ça n'est pas qu'une question politique, c'est une véritable volonté d'abord des élus locaux. Donc un diagnostic en disant comment je fais pour redynamiser mon centre-bourg sans que cette redynamisation aille dans la périphérie du centre-bourg. Et donc là, on a l'exemple avec la Jarry d'une commune qui a donné les possibilités à des investisseurs de pouvoir se retrouver dans un centre-bourg. Un restaurant étoilé, une boulangerie, un coiffeur. Et puis, ce qui est remarquable, c'est le fait d'avoir fait une réserve foncière importante pour permettre à une grande enseigne de venir s'implanter en plein centre-bourg. Et donc, on y a vu véritablement une volonté non seulement des élus, mais aussi une population qui adhère. Le Sénat a beaucoup travaillé sur ces questions de redynamisation à des centres-villes, des centres-bourgs, mais le gouvernement aussi, avec un plan d'action, cœur de ville. Ça a porté ses fruits, selon vous? Alors, le gouvernement, il a réservé un certain nombre de villes, limitées. Mais là, nous sommes dans des centres-bourgs avec des financements qui n'ont pas été fléchés sur ce type de communes. Mais je crois que, si vous voulez, la redynamisation, ça n'est pas que de l'apport d'argent d'État. Il faut aussi que les élus départementaux, régionaux, contribuent à cette redynamisation. C'est trop facile de dire l'État va redynamiser quelque chose qui se trouve, comme dans mon département, à 450 km. Non, s'il y a une participation, une vision de proximité du développement économique, les différentes collectivités doivent y participer. En tout cas, dans le cadre de leurs compétences. Et c'est vrai que pour les départements, la compétence économique a été basculée du côté soit des communautés de communes, soit de la région. Alors Bernard Lalande, on est en pleine restitution de ce grand débat. On voit dans cet exemple la difficulté de ces petites communes quand elles sont près d'une métropole. Alors La Rochelle, ce n'est pas vraiment une métropole, mais d'une grande ville, à trouver un équilibre. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe ce matin, je vous ferai réagir juste après. On écoute le Premier ministre. Parmi les millions de mots que j'évoquais, certaines reviennent avec une terrible régularité. C'est l'isolement, c'est l'abandon, c'est l'indifférence, c'est le manque d'attention, le manque de considération. Nous vivons dans un pays où à certains endroits on ne se voit plus, où on ne se parle plus. Et quand à son tour le service public ferme ou déménage, c'est l'État, qui est bien souvent le dernier rempart, qui abandonne aussi. La réponse à ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines. Vous partagez ce diagnostic? C'est un bon diagnostic, selon vous, de la part du gouvernement? Oui. Je crois que, si vous voulez, qu'on a une vision tout à fait métropolisée, y compris lorsqu'on est dans une zone rurale.
l'attirance de la ville fait que l'on accepte un certain nombre de choses. On accepte de s'agglomérer à une agglomération plutôt que d'essayer de redynamiser l'endroit où on vit. Mais pour qu'on redynamise l'endroit où on vit, il faut effectivement les services publics. Le maire de la Jarry le dit très bien, et je ne veux pas être une cité dortoir. Pour ne pas être une cité dortoir, il faut qu'on ait aussi des investissements qui permettent de relier la métropole à ces centres-bourgs ou à ces villes. Or, l'investissement, soit dans des routes, soit dans des voies ferrées, sont des investissements nécessaires. C'est-à-dire, si on veut démétropoliser, il faut investir à des endroits où on aura et du lien social nouveau, ce que dit le Premier ministre en disant j'ai l'impression d'être avec personne. Eh bien, quand on est une cité dortoir, on a l'impression d'être avec personne. C'est encore possible, ça, Bernard Lalande, d'inverser ce mouvement peut-être naturel vers, justement, de mouvement vers les métropoles? Je crois que oui. On a une loi sur la mobilité qui a l'impression d'intégrer exclusivement, en tout cas, la notion de métropole. Je pense qu'il y a un exemple très frappant en Charente-Maritime, qui est la création d'une ligne TER entre Rochefort et La Rochelle. Cette ligne TER qui fait 30 km, en fait, au début, personne n'y croyait. Or, aujourd'hui, c'est une des lignes qui est la plus utilisée. C'est vrai qu'à l'époque, la région Poitou-Charentes ou la présidente de la région Poitou-Charentes avait mis le voyage à 1 €, donc ça facilitait. Mais ça permettait donc cet échange, non pas entre deux métropoles ou deux villes, ça permettait aussi d'avoir des arrêts dans des centres-bourgs qui donc redonnaient une vie à ces territoires. Donc je crois, si vous voulez, qu'il y a des très gros investissements à faire. De La Rochelle, on peut aller faire un TER pour aller à Surgères à 30 km. Donc redynamiser ce type de tissu, c'est possible. Même s'il y a des menaces aussi sur justement ces transports de proximité, en termes de rentabilité. On a vu que la tendance était plutôt à la fermeture de petites lignes. Alors, c'est justement là où le raisonnement est pervers. On a l'impression que ça coûte moins cher d'agglomérer des populations autour de métropoles. Alors ça coûte moins cher, oui. Et d'ailleurs, on nous oppose que lorsque l'on veut, par exemple, créer une zone économique dans un territoire rural, on a toutes les contraintes liées à l'environnement, mais on n'a pas ces mêmes contraintes lorsqu'on agglomère des populations autour des métropoles. D'un seul coup, on trouve les terrains, on trouve les possibilités. Donc voyez-vous, je crois qu'il y a, et je pense que la restitution du grand débat, et ce que dit le Premier ministre, il a raison. Donc ça aurait été positif, ce grand débat, Bernard Lalande ? Moi, je trouve que, si vous voulez, le fait de dire que tout est nul parce qu'on a peur de la réponse, non. Il y a des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui se sont exprimées. Bon, c'est un véritable test, et moi, je trouve que c'est important. D'abord qu'il y ait une restitution, et puis bien évidemment, tout le monde n'aura pas satisfaction. Même si ça crée beaucoup d'attentes, et peut-être de la déception aussi. Oui, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'attente collective et pas l'attente individuelle. Je crois que nous sommes des élus de la nation, donc on représente la nation, on ne représente pas un intérêt, une communauté, on représente l'intérêt du pays. À partir de ce moment-là, si les investissements sont réalisés dans l'intérêt général, dans l'intérêt collectif, pour qu'il y ait des réponses dont les élus vont pouvoir s'approprier une partie et faire les investissements nécessaires pour redynamiser, ça va être positif, ce débat national. Eh bien, merci Bernard Lalande, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Et puis ensuite, sur Public Sénat et LCP Assemblée nationale. Audition publique, invité ce soir, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonne suite des programmes à tous sur Public Sénat.